Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous poursuivons notre étude des différentes catégories d'écoles. J'avais expliqué qu'il y avait divers degrés de l'enseignement, élémentaire, moyen, supérieur. Nous avions vu d'une manière succincte chacune de ces écoles. Nous n'avions pas terminé et nous en étions arrêtés au fait que aucune formation à but pratique ou technique ne peut remplacer cette culture désintéressée qui ne forme à rien d'autre qu'à connaître la vérité et à apprécier la beauté pour elle-même. Alors, il ne faudrait pas que l'étiquette commune d'enseignement du second degré vise à effacer la différence qu'il y a entre l'enseignement professionnel et l'enseignement secondaire, en voulant faire passer tout le monde par quelque chose qui ne serait plus qu'un succédané ou une caricature d'enseignement secondaire et qui, du même coup, supprimerait tout enseignement authentiquement professionnel. C'est donc, on peut le dire, une grave erreur d'exiger le baccalauréat. Traditionnellement, c'est la sanction de l'enseignement secondaire. C'est une grave erreur que d'exiger le baccalauréat pour des quantités de professions dont la nature propre ne le réclame nullement. Pour ceux qui ne sont pas capables de recevoir un authentique enseignement supérieur, un succédané d'enseignement secondaire, dépourvu de toute orientation professionnelle, ne pourrait former que des employés de bureau venant accroître ce fléau de l'hypertrophie administrative dans le monde contemporain où il n'y a déjà que trop de gens qui se croient des intellectuels parce que leur seule activité est de remplir du papier. Et cela tandis qu'on manque de professionnels qualifiés, bien formés. Il y a en effet un gros danger à vouloir, dans l'enseignement professionnel, singer l'enseignement secondaire. On ne donne nullement par là à l'enseignement professionnel une valeur supérieure de culture, mais on lui enlève la plus grande part de sa valeur professionnelle, en particulier pour ceux qui se destinent à des professions manuelles. C'est une erreur donc de réduire de plus en plus le temps consacré à la formation manuelle par l'exercice de la pratique effective des travaux du métier. On a besoin d'ouvriers qualifiés bien plus que d'employés de bureau. Il n'y a toujours eu qu'une minorité d'êtres humains à avoir les aptitudes et les goûts pour être des intellectuels, tandis que la majorité a les aptitudes, les goûts pour réaliser, pour contribuer à réaliser une œuvre avec ses mains. Et c'est pourquoi cette majorité doit passer par l'enseignement professionnel. Alors, les erreurs qu'on vient de critiquer ont leur source dans une erreur plus profonde.
qui est d'origine cartésienne ou idéaliste, cette erreur qui est de méconnaître la valeur humaine et la valeur de culture de l'enseignement professionnel. Comme s'il n'y avait d'exercice de l'intelligence humaine, et donc de culture authentiquement humaine, que dans la connaissance spéculative. L'intelligence humaine se manifeste chez l'homme qui fait, ce qu'on appelle l'homo faber, comme chez l'homme qui sait, qu'on appelle l'homo sapiens. C'est donc une grave erreur de considérer comme manquant d'intelligence un adolescent qui n'est pas doué pour les études secondaires et pour parvenir à l'enseignement supérieur. Il est peut-être doué dans le domaine d'une autre forme d'intelligence que l'intelligence spéculative ou théorique. Par exemple, l'intelligence pratique dans le domaine de la réussite commerciale ou l'intelligence technicienne, artisane, ouvrière, c'est-à-dire l'intelligence de la fabrication, du maniement d'outils, d'instruments, d'appareils, de machines, ou l'intelligence de la conduite de la vie végétale et animale qui va faire plus tard l'agriculteur, l'éleveur. Donc toutes les aptitudes humaines sont des aptitudes de l'intelligence, mais sous des formes différentes, y compris les habiletés manuelles qualifiées, à distinguer du travail machinal ou du pur manœuvre, qui n'existe pas chez l'animal et qui sont l'œuvre de l'intelligence, animant et dirigeant les gestes des mains. Donc il résulte de là qu'au-delà des qualités moyennes, des qualifications moyennes, l'enseignement professionnel doit pouvoir conduire à des qualifications supérieures d'ordre industriel, commercial, sanitaire, juridique. Par exemple, former des ingénieurs, techniciens, qui, sans avoir la formation intellectuelle des ingénieurs issus de l'enseignement supérieur, pourraient dans bien des cas les valoir sur le plan technique et être capables de devenir patrons de petites et moyennes entreprises. Former des infirmières, tandis que les médecins doivent être issus de l'enseignement secondaire. Former des laborantines, des préparateurs de laboratoire au service des savants. Former des sous-officiers, tandis que les officiers doivent être issus, eux, de l'enseignement secondaire. Préparer à un grand nombre d'emplois juridiques, n'exigeant pas la formation intellectuelle qu'il faut exiger des avocats ou des magistrats. Et puis former des agents commerciaux, des secrétaires. Alors, si l'enseignement primaire a pour but de donner la première formation indispensable à tous, et par là de préparer à l'enseignement moyen, secondaire ou professionnel, il ne doit pas chercher à être encyclopédique, à viser l'érudition, à bourrer le crâne des enfants d'une masse de connaissances dépassant le niveau élémentaire. Et il est absurde de vouloir prolonger dans un enseignement dit primaire supérieur, car son prolongement naturel est, suivant le cas, l'enseignement secondaire, par lequel notamment doivent être formés les maîtres de l'enseignement primaire antérieurement à leur formation pédagogique spécialisée, ou l'enseignement professionnel et l'esprit primaire qui convient parfaitement à la formation des jeunes enfants, ne convient plus du tout à celle des préadolescents ou des adolescents. Donc l'enseignement primaire, s'adressant à des enfants encore incapables de saisir des idées abstraites,
ou des raisonnements en eux-mêmes, et donc incapables d'études littéraires ou scientifiques, cet enseignement primaire doit exercer l'imagination, la mémoire, notamment en donnant les premières connaissances en histoire, en géographie, faire acquérir des règles de la grammaire, du calcul. Il doit aussi parfaire la formation morale et religieuse que l'enfant reçoit dans sa famille. Donc l'enseignement primaire, s'adressant à tous, doit être par là très divers selon la variété des cas. Diversité des sexes pour s'adapter aux besoins et aux caractères différents du garçon et de la fille. Diversité régionale. Le cas échéant, diversité linguistique et parfois même diversité religieuse. Diversité entre la ville et la campagne. De là, cette diversité qui devrait exister entre l'école primaire urbaine et l'école primaire rurale. Et un des plus grands malheurs de la situation présente de la France, c'est la désertion des campagnes et le peuplement des villes, le surpeuplement des villes. Et l'une des causes, c'est qu'il n'y a pas en France d'école primaire rurale, formant l'enfant à la vie rurale. L'école primaire des villages, identique en tout à celle des villes, est entièrement urbaine par son esprit, son programme, ses méthodes, la mentalité de son personnel qui va être constitué le plus souvent par des débutants qui n'aiment que la ville et qui attendent avec impatience l'avancement qui va les nommer à la ville, de sorte qu'elle ne prépare en rien l'enfant à la vie rurale, mais elle va le former à devenir un employé de bureau à la ville. Donc il serait très important que les villages aient une école primaire rurale, différente de l'école primaire urbaine, différente par son esprit, par son programme, par ses méthodes, préparant vraiment l'enfant à la vie rurale, avec un personnel choisissant cette école par goût et vocation, et y faisant toute sa carrière. L'enseignement professionnel doit être évidemment divers, suivant les professions ou les groupes de professions auxquels il prépare. Et il devrait dépendre de corps professionnels organisés, intéressés à la bonne formation des futurs professionnels et seuls compétents pour l'assurer comme il convient. D'ailleurs, dans bien des cas, l'enseignement professionnel peut et même doit comporter un commencement de travail dans une entreprise de la profession. Toutefois, l'enseignement professionnel ne doit pas se limiter à l'apprentissage de la profession. Il doit aussi comporter en même temps une continuation de culture générale, de formation à l'exercice de l'intelligence et de toutes les facultés humaines, mais d'une manière qui ne soit pas séparée de la formation professionnelle et sans relation avec elle, c'est-à-dire d'une manière qui soit liée et adaptée à la nature de cette formation professionnelle et qui soit fonction de la valeur de culture humaine qu'on lui a reconnue. Par exemple, l'usage de la langue formera le futur professionnel à bien exprimer les choses du métier. Le futur commerçant apprendra ce qu'il doit connaître de mathématiques pour bien tenir sa comptabilité. Le futur ouvrier, il apprendra ce qu'il doit connaître de mathématiques, de mécanique, d'électricité, de chimie pour comprendre son métier. Et le futur agriculteur,
Et éleveur, il étudiera la zoologie, la botanique, la géologie, en liaison avec la pratique de l'agriculture et de l'élevage. Alors, il résulte de ce qu'on vient de dire que le niveau d'une civilisation dépend du niveau de l'enseignement secondaire qui forme ces élites pensantes et dirigeantes. Et donc, il est capital d'avoir le souci de ce niveau. Mais ici, niveau veut dire qualité et non pas quantité de connaissances, érudition, bourrage de crâne ou surmenage. C'est pour ça que ce qu'il faut développer, c'est la qualité de la formation de la faculté intellectuelle à abstraire, à juger, à raisonner. C'est pour ça qu'il ne faut pas transformer l'enseignement secondaire en un enseignement primaire supérieur, exerçant surtout la mémoire par l'acquisition d'une masse de connaissances. Il ne faut pas en faire une forme d'enseignement professionnel en le spécialisant, en le technicisant, en l'orientant vers des résultats pratiques et en oubliant surtout par là que son objet propre, c'est la culture générale, c'est la formation de l'intelligence à la connaissance de la vérité, à l'appréciation de la beauté, recherchée pour elle-même d'une manière désintéressée. Alors, il doit pour cela être indépendant de toute influence cherchant l'utilisation de l'homme au service de fins pratiques de richesse ou de puissance, comme c'est le cas dans les États totalitaires qui en arrivent à détruire la science, la littérature, l'art, en voulant les faire servir à la puissance de l'État, alors qu'ils ne peuvent se développer qu'en étant cultivés d'une manière désintéressée pour eux-mêmes. Enfin, l'enseignement secondaire ne doit pas être un commencement d'enseignement supérieur, donnant une érudition spécialisée. La qualité de l'enseignement secondaire ayant gravement baissé en France aujourd'hui, il y a à cela plusieurs causes. La première, c'est son encombrement, qui a obligé à en abaisser le niveau pour y tolérer des élèves trop nombreux. La deuxième, c'est une précocité trop grande de l'enseignement secondaire, notamment en France. La majorité des enfants se trouvent dans une classe qu'ils n'ont pas une maturité suffisante pour suivre avec profit et qu'ils ne peuvent suivre qu'en se surmenant, en usant leur cerveau, tandis que s'ils étaient dans la même classe 2 ans plus tard, ils pourraient en assimiler l'enseignement sans effort excessif. C'est pour ça qu'il faut résister à cette sotte vanité de certaines familles, qu'on trouve même chez nous, qui veulent pouvoir dire que de leur enfant qu'il est en avance et qui se sentent humiliés si elles le jugent en retard, alors que ce prétendu retard lui permettra de profiter beaucoup mieux de l'enseignement reçu. Mais la trop grande précocité de l'enseignement secondaire en France a une autre cause. Ce sont les stupides limites d'âge de certaines grandes écoles auxquelles les élèves veulent pouvoir parvenir à temps et qui font peser par là leurs déplorables contraintes sur toute l'organisation de l'enseignement secondaire, sur son âge, ses programmes, ses méthodes. Et puis une troisième cause, c'est une mauvaise organisation des programmes, notamment en ne respectant pas les étapes
de la maturité intellectuelle des élèves. Alors, si l'enseignement secondaire doit éviter la spécialisation, parce que son objet propre, c'est la culture générale, et surtout la formation même de l'intelligence, il peut pourtant, à partir d'un très large fond commun, comporter une diversité de branches selon les aptitudes et les goûts des élèves, par exemple dans le domaine scientifique ou littéraire. En particulier ceux qui sont doués pour un art et qui se destinent à être artistes devraient pouvoir trouver une branche d'enseignement secondaire spéciale pour eux. D'abord parce que leur première formation artistique, pour commencer à temps, doit être menée en même temps que l'enseignement secondaire, et pour cela incorporée à lui. Et ensuite parce que souvent, leur intelligence orientée vers la création artistique, et concevant tout sous cette forme, est inapte à assimiler une formation intellectuelle à dominante spéculative si elle n'est pas reliée à la pratique même de leur art. Une branche reliée à une certaine orientation technique peut être utile aussi pour les futurs industriels ou ingénieurs. Alors, ce qu'on vient de dire sur l'importance d'un véritable enseignement secondaire entraîne l'importance de sa sanction appelée traditionnellement le baccalauréat, qui devrait constituer l'accès normal à l'enseignement supérieur si l'on n'en avait pas beaucoup trop abaissé le niveau, non pas en érudition, mais en qualité authentique de l'esprit. Et qu'en revanche, on ne devrait nullement exiger pour toutes sortes de professions dont la nature ne le réclame pas. Mais l'obtention du baccalauréat par le moyen d'un examen entraîne, même si cet examen est bien fait, d'inévitables aléas et surtout provoque la tentation de ce grave défaut qu'on appelle le bachotage, qui consiste à tout sacrifier à l'entraînement pour réussir un examen. Défaut dont la nocivité n'est plus du tout à démontrer. Il serait beaucoup plus juste que le baccalauréat s'obtienne par l'ensemble des résultats du travail scolaire pendant les dernières années de l'enseignement secondaire. Parce que nul ne peut mieux apprécier les capacités réelles d'un élève que les professeurs qui l'ont fait travailler pendant une année entière. Et cela aurait de plus l'avantage de porter les élèves à un travail régulier, continu, plutôt qu'à un artificiel bachotage. Celui qui ne va rien faire pendant un an et qui, 3 semaines avant le bac, va bachoter et va réussir son bac. Et après, il ne saura rien du tout. Alors bien sûr, ce pouvoir d'attribuer le baccalauréat ne pourrait être accordé qu'aux établissements scolaires, auxquels serait reconnue pour cela une qualité suffisante. Un examen demeurerait indispensable pour les candidats qui n'auraient pas passé par eux, mais de toute façon, un examen sans oral est dépourvu de toute valeur, parce que seul l'oral, à condition de lui accorder un temps suffisant, seul cet oral permet d'apprécier les capacités réelles d'un être vivant qu'on a devant soi et dont on peut, au fur et à mesure, provoquer, observer les réponses, les réactions. Il faut éviter aussi l'envahissement de l'enseignement supérieur par un nombre trop grand d'étudiants de médiocre qualité intellectuelle.
il doit demeurer la formation aux plus hautes disciplines et préparer ceux qui vont constituer les élites dirigeantes et pensantes. Alors, le niveau même de l'enseignement supérieur y entraîne une inévitable spécialisation et par conséquent une grande variété de branches, mais il serait souhaitable, pour éviter les excès de la spécialisation et continuer le développement de la culture générale, que ces multiples branches gardent des enseignements communs. Par exemple, l'enseignement des sciences devrait comporter la philosophie et l'histoire des sciences. Celui des arts, également la philosophie et l'histoire de l'art. Celui du droit, la philosophie également. Et l'histoire du droit, ainsi que la morale naturelle. Alors, on ne peut former de vrais philosophes sans qu'ils aient aussi suffisamment de connaissances scientifiques. Et à ce propos, c'est une grave erreur en France de rattacher l'enseignement de la philosophie à la faculté des lettres, comme si la philosophie était du domaine de l'imagination et du sentiment. Et de reconnaître par là que la philosophie est une science qui exige rigueur et précision. Et puis il est scandaleux de former ceux qui auront à juger les autres, comme les magistrats, à soigner les autres, comme les médecins, à commander les autres, comme les officiers, les industriels, les ingénieurs, sans leur enseigner la psychologie, la morale, la sociologie. Et puis, il est aussi à signaler un certain nombre de défauts de l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur en France. Le premier, c'est sa monstrueuse centralisation à Paris, où le nombre considérable des étudiants est souvent incompatible avec toute formation authentique, avec toute saine atmosphère de travail. Et cela, d'ailleurs, est un fruit, encore une fois, de l'idéalisme qui porte à trouver à Paris des discussions sans fin entre tous les courants d'idées qui ne sont plus qu'un pur jeu de l'esprit, n'ouvrant aucun accès à la vérité. Et on a pu, d'ailleurs, tragiquement le constater, s'en apercevoir, en mai 68. Donc il faudrait un enseignement supérieur de la même qualité que celui de Paris, et donc où les plus grands maîtres puissent faire toute leur carrière dans toutes les grandes métropoles régionales, et même dans des petites villes qui pourraient être des centres universitaires de haute valeur. Le second défaut, c'est une trop grande différence de régime entre les facultés et ce qu'on appelle les grandes écoles. Dans les facultés, souvent l'étudiant, souvent inconnu de ses professeurs, est beaucoup trop abandonné à lui-même, sans que personne guide et contrôle son travail. Au contraire, la plupart des grandes écoles soumettent l'étudiant à une discipline de collégien qui ne lui laisse pas assez d'initiative et de liberté dans son travail et qui, par là, empêche de le former à la maturité d'esprit que son âge et le niveau de ses études devraient comporter. Donc la bonne solution, ce serait un régime intermédiaire entre ces deux formules. Un régime où les étudiants seraient aidés, guidés, contrôlés par les maîtres, les connaissant personnellement, et où ils auraient l'occasion et la possibilité de travailler en équipe, mais où pourtant leur serait laissée une grande initiative,
une grande liberté dans l'organisation de leur travail. Et puis un troisième défaut, c'est dans beaucoup de cas un compromis hybride entre l'acquisition des connaissances théoriques et l'entraînement à l'exercice pratique de la profession. Alors ces deux éléments, qui sont tous les deux indispensables, de l'enseignement supérieur, devraient, tout en étant reliés l'un à l'autre, être suffisamment distingués pour que, d'une part, les connaissances théoriques nécessaires soient d'un niveau suffisant sans être trop encombrées du souci d'application pratique, et d'autre part, qu'il y ait apprentissage par la pratique de l'exercice effectif de la profession. Par exemple, nul ne devrait devenir professeur sans avoir été exercé à la pratique effective de faire la classe à des élèves et avoir été jugé non seulement sur ses connaissances théoriques, mais sur ses capacités pédagogiques. Pareil, pour le futur médecin, il devrait, d'une part, acquérir de suffisantes connaissances théoriques en biochimie, en physiologie, pour être à même de comprendre, de vraiment comprendre le fonctionnement de l'organisme et la manière d'agir des traitements qu'il recommande, mais d'autre part, être exercé sous la conduite et le contrôle de médecins expérimentés, à la pratique effective d'examiner et de soigner des malades. Et puis nul ne devrait devenir officier, industriel, ingénieur, sans avoir été exercé à la pratique effective du commandement. Et puis autre exemple, les écoles d'agriculture, elles devraient comporter d'une part, encore une fois, un enseignement théorique de la géologie, de la botanique, de la zoologie, mais d'autre part, une pratique effective de la culture, de l'élevage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.